Dumont. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, plusieurs municipalités en état d'urgence au Québec face aux débordements de cours d'eau et aux inondations. Les 2 pompiers manquent toujours à l'appel. Le père d'un d'eux est en colère. Un 5 $ de carte cadeau Starbucks donné aux employés d'Air Canada et ça passe mal. Une sortie scolaire perturbée à Sherbrooke par la découverte d'un corps inanimé. Et une étudiante mange une œuvre d'art qui valait plus de 100 000 $. Mais qu'est-ce que c'est ça? Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est toujours ce qu'on suit le plus en ce moment au Québec. Évidemment, toutes ces personnes évacuées, ces municipalités en état d'urgence, particulièrement dans Charlevoix et Lanaudière, face aux crues monstres que certaines rivières font en ce moment. La chute, évidemment, de toute cette eau qui est tombée du ciel dans les derniers jours est à blâmer. La fonte des neiges dans certaines régions également, qui vient alimenter ces cours d'eau. On l'oublie, là, si on vit à Longueuil, on a l'impression que la neige, c'est fini. Mais sur le dessus des montagnes dans Charlevoix, il en reste en masse. Là. Il en reste en masse. Il en reste de moins en moins parce qu'elles se retrouvent justement fondues dans les rivières qui vraiment sont en crue et font des dégâts considérables. Là, on peut voir, là, entre autres, un camping à Baie-Saint-Paul, le camping du Genévrier. Là, on parle de dégâts qui s'élèveraient au-dessus d'1 million de $, 50 ans de travail qui s'est effondré. Il y a un autre camping à Lamalbaie aussi qui a goûté un peu plus à l'est dans Charlevoix. Ouais, on a pu voir des roulottes là, vraiment être emportées complètement par le courant, leur électricité, l'aqueduc, les égouts, tout déborde et tout est ramassé. Il y a une partie de la route 131 qui est fermée à la hauteur de la Rivière-Noire parce qu'il y a un affaissement partiel même de la chaussée là, de certaines routes, là, comme une chute de terrain, effondrement, ni plus ni moins là, d'une partie de la chaussée. Donc, il y a plusieurs routes dans ces régions-là qui sont complètement fermées. Dans Lanaudière, parce que la 131 là, est fermée à Sainte-Émilie-de-l'Énergie, donc elle coupe carrément du reste du monde, Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints, la réserve de Manawan. Mais on dit que dans ce coin-là, il y a une vingtaine de routes, là, dont une route principale à Rawdon. Donc, dans le nord de Lanaudière, une vingtaine de routes qui seraient coupées à ce moment-ci, totalement ou partiellement. Parce que dans quelques cas, la route est comme encore là, mais minée sur les côtés. On laisse plus passer personne. Là, c'est beaucoup trop dangereux. On voit que la structure de la route est plus stable. Il y a des ponts aussi là, qui sont presque coupés ou du moins qui sont vraiment fragilisés, qu'on a dû fermer également un peu partout au Québec. Ça rend les déplacements très difficiles. Il y a des images aussi qui sont devenues virales aujourd'hui, Mario, sur les chutes Montmorency à Québec, où il y a évidemment là, la rivière qui se déverse et à cause là, de la rivière Montmorency justement qui est alimentée par toute cette eau, on sait là, les chutes, on les voit de loin à Québec, des chutes Montmorency, mais là, elles sont déchaîné. Là, c'est un débit d'eau vraiment en trombe d'eau qui descend de là. C'est devenu vraiment impressionnant, là, toutes ces images. Plus tôt ce matin, le ministre de la Sécurité publique, là, François Bonnardel, était à Baie-Saint-Paul, a annoncé de l'aide financière pour les résidents et les municipalités. Il était joint, entre autres, par la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, le ministre responsable des infrastructures, Jonathan Julien. On parle dans cette région-là là, de 80 résidences au moins qui ont été évacuées à Baie-Saint-Paul, d'autres qui sont isolées dans ce coin-là. C'est un endroit également que François Legault, le premier ministre, va visiter lui aussi demain. Parce que le premier ministre a été évidemment là, appelé à réagir aujourd'hui à tout ce qui se passe, mais surtout à réagir à ce dossier, Mario, qui traîne depuis l'automne dernier. Les municipalités du Québec, là, de par la voix de l'Union, justement, de ces municipalités, l'UMQ, qui réclamait, on s'en souviendra, là, 2 milliards de dollars par année sur 5 ans pour adapter les villes du Québec au changement climatique. À l'automne dernier, on s'en souviendra d'ailleurs, c'était arrivé la journée, là, quelques heures quasiment avant qu'il y ait des inondations à Montréal et un peu partout au Québec, justement. Et là, encore une fois, on a là, un choc climatique qui vient frapper le Québec. Et le gouvernement Legault va donner de l'argent, va en verser aux municipalités. C'est ce qu'il a annoncé. Mais ça ne sera pas le montant de 2 milliards réclamé. On parle de 1,2 milliard sur 5 ans là, qui sont déjà mis sur la table, selon le gouvernement Legault, pour aider les municipalités. Mais aujourd'hui, il a laissé entendre qu'il en rajouterait à ça. Là. Peut-être pas à la hauteur de ce que les municipalités demandent, mais qu'il en rajouterait
rajouterait à ça. Oui, il a refusé de s'engager sur le 2 milliards, mais il a dit que Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, allait annoncer des montants additionnels qui vont être tirés de l'enveloppe d'1,4 milliard qui est déjà prévu au dernier budget, là, à la fois pour la réduction des GES, mais aussi pour l'adaptation au changement climatique. Mais ce qui va, sur la question des municipalités, ce qui va être spécial à suivre, c'est que là, demain, jeudi et vendredi, c'est le congrès de l'Union des municipalités et il se déroule où? À Gatineau. Wow. Et la rivière des Outaouais déborde présentement. Parce qu'on a parlé des deux régions clés, c'est Charlevoix et c'est Lanaudière. Mais il y a aussi des inondations dans les Laurentides. Et il y a aussi des inondations. La rivière des Outaouais commence à déborder dans la région de Gatineau. C'est pas aussi pire, il n'y a pas eu de dommages considérables. Mais on annonce encore de la pluie. La rivière des Outaouais se gonfle à un rythme où les gens disent elle se gonfle assez vite. Donc on pourrait se retrouver avec tous les maires du Québec réunis en congrès à Gatineau. Pendant que la rivière déborde. Pendant que la rivière déborde et que la ville est en inondation. Et que un des principaux dossiers des maires, c'est la question de la résilience des infrastructures, de la résistance aux inondations. Donc, ça pourrait donner un scénario un peu spécial. Oui, disons que l'Union des municipalités ne manque pas de timing quand ils font des demandes dans ces dossiers-là. Donc, on verra comment ça se déroulera. D'ailleurs, tu fais bien de le dire, Mario, Gatineau et Montréal ne sont pas en état d'urgence, mais même ici à Montréal, on continue de surveiller la situation parce qu'il y a plu beaucoup aujourd'hui. On annonce encore de la pluie dans le reste de la semaine. Donc, c'est pas exclu qu'il y ait d'autres inondations qui se déclenchent ailleurs. Et pendant tout ce temps-là, on cherche encore, là, on revient dans Charlevoix, les deux pompiers volontaires de Saint-Urbain. Et il y a notre collègue Maxime Delan, là, de l'agence QMI, d'ailleurs, qui a rapporté. On connaît maintenant l'identité. On l'avait dit là, depuis ce matin qu'il y en avait un qui était très jeune. On connaît l'identité de ce jeune de 23 ans. Oui, Christopher, de son prénom. On connaît maintenant qu'il était là, à 23 ans, pompier volontaire qui s'est lancé dans des recherches. Mais c'est surtout dans les circonstances, là, on les apprend de la bouche de son père, Davy Lavoie, qui lui est en colère et qui, ni plus ni moins, le blâme des autorités. C'est pas exactement qui dans ce dossier-là, mais les blâme d'avoir tué son fils, ni plus ni moins, parce que Christopher, qui était pompier volontaire à Saint-Urbain, lui, depuis 1 an et demi, ne savait pas nager. C'est ce qu'il explique. On comprend, la rivière est déchaînée, nager, même pour un excellent nageur, dans ces conditions-là, c'est extrêmement difficile, voire impossible, mais il cite quand même des circonstances qui sont, selon lui, là, inacceptables. Selon ce qu'il dit, ils auraient été à bord d'une embarcation. C'est ce qu'on explique, là. Il y aurait eu, là, on aurait envoyé en embarcation, là, les deux jeunes pompiers pour tenter d'aller secourir des gens, là, qui, à ce moment-là, là, avaient besoin de secours. On tentait d'évacuer, là, d'une résidence, entre autres. Et on Parce comprend... que là, écoute, on sait rien, là, on n'a pas vu. Mais ce qu'on a vu quand même des débits de rivière, c'est pas évident en embarcation là-dessus. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme embarcation. Parce que ce que le père lui dit, il dit, regardez, ils ont envoyé un enfant de 23 ans qui savait pas nager sur une embarcation sur une rivière torrentielle. À quoi ils s'attendaient? Ils ont tué mon fils. Là. C'est vraiment les propos qu'on lui rapporte en ce moment. On dit qu'ils étaient équipés de vestes de flottaison, là, les deux pompiers dans cette histoire-là. Ils auraient basculé à l'eau là, sous la force du courant. Puis c'est la dernière fois qu'on les a aperçus. Les recherches se poursuivent encore, mais Davy Lavoie lui-même, là, le père, garde peu d'espoir, dit-il, de retrouver son fils vivant. Il dit, selon ce qu'il raconte, encore une fois, ça vient de lui, que la mairesse de Saint-Urbain, Mme Claudette Simard, serait venue le voir directement hier après-midi pour lui dire que son fils était décédé. C'est ce qu'elle a confirmé, la mairesse, qu'elle est allée accompagner les familles, aller les rencontrer, c'est des gens qu'elle connaît. Oui, elle lui aurait confirmé qu'il était décédé. Pourtant, on n'a pas retrouvé les corps encore. Le père a dû appeler la Sûreté du Québec après ça pour savoir ce qui se passait. Et on a des nouvelles aussi pour l'autre disparu, c'est le beau-frère du deuxième homme qui s'est exprimé en disant que selon lui, là, selon ce qu'il raconte, les sapeurs ont dû utiliser là, du matériel personnel inadapté pendant l'intervention. Alors lui aussi a beaucoup de questions par rapport à cette organisation-là et qu'est-ce qu'on a fait justement pour envoyer deux pompiers sur une rivière déchaînée comme ça. Certainement qu'il va y avoir des explications. Probablement qu'on a voulu faire vite, là, c'est-à-dire que la ville, probablement que la petite municipalité de Saint-Urbain, oui, qu'il y a une rivière, mais qui n'est pas sur le bord du fleuve, et peut-être pas équipée au niveau maritime. Donc, c'est pas impossible on voulait sauver des gens, mais qu'on a fait avec les moyens du bord, prenant peut-être des risques élevés. Je comprends la colère des gens. De l'autre côté, je me permets de dire, ils sont quand même un peu morts en héros en essayant d'aller sauver des vies, puis avec les moyens du bord, dans des délais. Mais on sait rien. On n'a pas vu les circonstances, on n'a pas vu ce qui s'est produit. Le fait qu'ils avaient des vestes de flottaison, par exemple, ça nous explique davantage parce qu'on sait que la garde côtière a envoyé des bateaux, etc. Donc,
peut imaginer que s'ils avaient des vestes de flottaison, quand même, qu'on peut espérer les retrouver en surface. Oui, puis on n'a pas lésiné sur les moyens. Là. Il y a des VTT, des embarcations, il y a aussi des plongeurs, un hélicoptère, un drone avec la garde côtière qui sont là sur place puis qui tentent de les retrouver. Mais effectivement, là, d'utiliser un drone, un hélicoptère, on fait ça qu'en espoir de voir quelqu'un là, faire surface, qui est le cas quand on a une veste de flottaison. Bien évidemment, nos pensées là, sont avec les familles des deux on imagine pompiers. La détresse, la tristesse des familles, on l'imagine facilement. Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. On a, plus loin, du côté de Sherbrooke, fait une drôle de découverte lors d'une sortie scolaire. Une classe de 6e année de l'école Notre-Dame du Rosaire à Sherbrooke qui se rendait dans les bois du Mont Bellevue, une activité scolaire comme ça, de plein air. Et là... Le problème, c'est qu'on a découvert un corps, Mario, corps inanimé trouvé sur place, là, vraiment un cadavre, et qui a dû, évidemment, mettre un terme complètement à l'activité. On a ramené les jeunes à leur établissement scolaire. On a eu une équipe d'intervenants spécialisés sur place là, pour épauler le personnel enseignant, pour donner des réponses là, aux élèves du groupe concerné. Mais c'est quand même là, toute une histoire. On imagine la scène, Mario, une classe de jeunes de 6e année. On s'entend, ils n'ont pas 6 ans, 7 ans, on est plus dans le 11-12 ans, mais quand même, qui tombe sur un corps. C'est tout un choc, là. Oui, là, la police, service de police de Sherbrooke qui a dû s'en mêler, qui sont en train, en ce moment, d'enquêter sur les circonstances de l'événement. Pour l'instant, là, il n'y a pas rien du tout qui va amener la police à penser qu'il y a un acte criminel dans le dossier. Mais quand même, Mario, vraiment, le cas spécial, comme ça, à Sherbrooke, on a hâte d'avoir plus de réponses. Il y a des parents qui n'ont pas été très contents de l'apprendre dans la presse locale avant de l'apprendre de par un courriel de l'établissement scolaire, mais qui, quand même, eux, tentent de prendre tous les moyens possibles pour accompagner les élèves dans cette histoire. Oui, sauf que c'est ça, l'école fournit aux enfants les ressources. Alors, on les a ramenés à l'école. Mais veux-tu quelque chose d'imprévisible? Là, tu fais une sortie en plein air, tu fais une sortie en forêt en plein air, puis tu tombes sur un cadavre. Là. C'est quand même exceptionnel. On sait rien. Du côté de la police, on dit rien. On est à voir de détails Est-ce pour que ça l'instant. pourrait être un acte criminel ou une personne en randonnée qui a eu un malaise? Pour l'instant, ils disent qu'il n'y a rien qui pointe vers la thèse que c'est un acte criminel, mais quand temps, même, après ça... Est-ce qu'il y a une personne disparue qui correspond? On dit rien. Là. Puis surtout quand on trouve un corps, Mario, là, j'ose croire, c'est dans quel état on trouve un corps? Il est là depuis combien de temps exactement? Des animaux sont passés par là. Je ne vais pas amener tous les détails scabreux en tête aux auditeurs. On n'en donne mais aucun du côté de la police de Sherbrooke. pour l'instant, on n'en donne aucun. Donc, c'est une histoire en développement. Là, on aura certainement plus de réponses à vous donner très bientôt. C'est, disons, une drôle de surprise qui a été donnée, une surprise, cadeau, appelons-le comme ça, aux certains employés d'Air Canada et qui, finalement, est très, très mal passé auprès de plusieurs d'entre eux. Les agents de bord d'Air Canada qui ont reçu, là, comme d'autres employés, pour leur beau travail pour le mois de mars. C'est ce que leur disait dans un courriel qui leur annonçait la belle surprise. Pour les remercier de ce mois de mars qui est évidemment très achalandé, où il y a eu beaucoup de plaintes et autres, on leur donne un gros 5 $ de carte cadeau chez Starbucks, Mario. Un partenaire d'Air Canada. Fait probablement que ça leur a coûté 3 pour avoir la carte cadeau qui vaut 5. Oui, bien là, le problème, c'est que dans les dernières semaines, hein, on a manifesté le 26 avril dernier à l'aéroport Montréal-Trudeau du côté des agents de bord d'Air Canada parce qu'on dit que 20 à 25 % de leur temps de travail en uniforme n'est pas payé au total. Donc ça, première pilule qui passe mal, ils y manifestent puis ils reçoivent un 5 $ de carte cadeau chez Starbucks. Après ça, le PDG de l'entreprise, Michael Rousseau, lui, a reçu, depuis qu'on a levé le gel des salaires des PDG d'entreprises aériennes à la suite des subventions COVID, mais lui a eu une augmentation de 233 % de sa rémunération. Hein. Pour atteindre... Il est passé de 3,7 millions à 12,4 millions de dollars. Donc, disons, deuxième élément de la pilule qui passe mal. Troisième élément, peut-être, Mario, dans tout ça, c'est que chez Starbucks, là, si tu regardes le menu pour 5 $, faut que tu te mettes à 2. Ouais, t'as pas un petit... Ah, c'est ça. Pour un petit latte à 2, tu mets 2 cartes cadeaux. Tu te mets à 2, t'as un bon café au lait, tu te le partages. Faut pas oublier de laisser du pourboire en même temps dans tout ça. Donc, 2 agents de bord ensemble peuvent savoir un bon café au lait. Voilà. Donc, ça a été reçu comme une claque d'en face par certains employés d'Air Canada. On peut les comprendre. Avec 2 pailles, tu prends chacun ta part.
Ouais, mais là, les pailles, c'est un extra? Non, c'est pas un extra Non, quand non, même. ils sont fournis. Sont fournis, c'est pas exagéré. Et parlant d'Air Canada, mais on a eu aussi des nouvelles de Michael Rousseau qui, hier, justement, le PDG est en rencontre avec François Legault, qui l'a reçu à ses bureaux privés hier matin, parler de projets économiques et de l'importance de protéger le français au Québec. Et là, selon les dires de François Legault, là, aujourd'hui, ben, la rencontre s'est déroulée en français et en anglais. Il dit pas dans quel pourcentage et dans quelle proportion, mais il dit avoir trouvé que le français de M. Rousseau s'est beaucoup amélioré. Mario. Ça, c'est l'avantage de partir de quasiment zéro. Ça peut, tu sais, c'est facile. Tu peux juste, quand t'es au fond du baril, tu ne peux que remonter. Hein? Ça, Voilà. c'est vrai que c'est la bonne nouvelle de ce côté-là. Parce que si on se souvient avec Pierre-Olivier Zappa, à la conférence à la Chambre de commerce de Montréal, il comprenait même pas la question. Vous avez pas fait votre discours en français, pourquoi? Là, il comprenait rien de rien. Ouais, en novembre 2021. Tout est une amélioration. Là. Ben oui, on peut réécouter tout ça. D'ailleurs, Mario, là, ça vaut la peine de le réécouter au moins une fois par année. Comment fait-on pour vivre à Montréal pendant plus de 14 ans et parler un français qui est très approximatif? Can you redo that in English? Because I want to make sure I understand your question before I respond to it. Je préfère que votre attaché traduise. Je pense qu'il a adressé la question de la langue un petit peu plus tôt aussi dans son allocution. Alors, si on peut passer à d'autres questions. How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? I've been able to live in Montreal without speaking French. And I think that's a testament to the city of Montreal as well. Beaucoup. On dirait que d'une fois à l'autre, je me souviens pas à quel point c'était désastreux, hein? Moi aussi. On l'écoute en studio, en plus, on se prend la tête. Avec le toujours courtois, mais en même temps un peu pince sans rire, Pierre-Olivier Zappa. C'était quel moment d'anthologie quand même. Ben oui, lui qui louangeait, M. Rousseau, la ville de Montréal, hein, pour être... On est capable de vivre qu'en anglais, c'est donc ben le fun. Hein? Ouais. Bravo Montréal, on peut vivre sans parler français. Bravo Montréal. Mais bon, François Legault qui s'est montré élogieux avec M. Rousseau, a dit, ben ça paraît qu'il a pris des cours de français, il s'est beaucoup amélioré. Il a aussi souligné le fait qu'Air Canada a accepté récemment de se soumettre à la loi 101, même s'ils auraient pu quand même là, se soumettre plutôt à la loi sur les langues officielles, qui est moins contraignante. Donc, c'est des pas en avant pour la préservation du français du côté d'Air Canada. Mais tu es conscient que quand il dit la rencontre s'est déroulée en français et en anglais, là, tu sais que... Je veux dire, c'est certain. Bonjour. C'est ça. Demande peut-être quelques politesses supplémentaires. Je suis convaincu. Peut-être François Legault l'a poussé un peu. Il est quand même drôle. Là. Oui. Mais juste sur des questions de politesse, on s'entend que 100%... Des discussions économiques importantes. Ben oui. De contenu économique, d'investissement, de tout ce que tu veux me nommer, c'est tout fait en anglais, là. C'est sûr. Mais là, son prochain discours devant la Chambre du Montréal métropolitain, là, ça va être au moins, on va être rendu à quoi? 15% de français, peut-être? Je pense pas qu'il va en refaire. On peut espérer, Mario, quand même. Je pense pas qu'il va en refaire. Tout savoir en 24 minutes. Un anti-masque qui plaidait sa liberté pour défier le port du couvre-visage obligatoire pendant la pandémie s'est fait servir toute une leçon de droit, Mario, aujourd'hui. Une cause qui, finalement, au départ, même si on n'était pas certain de pouvoir, ni même que ce soit assez pour pouvoir l'entendre, ben, a été entendue par le juge Ghislain Lavigne au palais de justice de Trois-Rivières. Il a finalement vraiment rabroué Claude Bergeron, 60 ans, qui, lui, était extrêmement confiant là, d'avoir gain de cause. Ben oui, je comprends. Lui, il y avait de son côté tous les arguments juridiques qui étaient présentés pendant la pandémie là, par les complotistes sur la Charte des droits et libertés, puis le fait que jamais il allait payer ces contraventions-là. Puis ça circulait. Là, les gens nous envoyaient ça des médias en disant « Béton là, qu'on payera jamais ça, c'est sûr. » Oui, et comme ça, lui voulait faire annuler son constat d'infraction de 1 000 qu'il a reçu en mai 2021 pendant une manifestation où il n'avait pas, là, justement, de couvre-visage. Le problème, c'est que de plaider liberté, comme a dit le juge, il ne suffit pas de crier liberté pour s'en sortir. Là. Lorsque vous arrivez, vous avez besoin quand même de prouver toutes sortes de choses du côté juridique. Donc, on ne peut pas seulement contester en citant comme ça des chartes à gauche et à droite. Il invoquait, entre autres, un article de la Charte des droits et libertés de la personne. Il faisait référence à une personne accusée ou criminelle, alors que lui n'est pas accusé ou criminel. Et là, il a plaidé, entre autres, sa liberté d'expression et son droit de circuler. Mais là, le juge lui a expliqué que dans sa cause, mais c'est un peu ironique. Il dit il est particulier de remarquer que le défendeur, alors qu'il participe légalement à une manifestation et qui se trouve à plus de 100 km de chez lui,
considère que c'est le port d'un masque chirurgical qui entrave sa liberté d'expression et son droit de circuler quand même. Donc, on a été assez fin-finaux du côté du juge pour rappeler toutes sortes de choses à M. Bergeron, qui a donc appris à la dure qu'on peut pas seulement invoquer une violation de la Charte des droits et de liberté de la personne comme ça pour que ça prenne effet. Sauf que là, il va payer la contravention de 1 000 $. Là, il a été débouté sur toute la ligne, mais il va revenir en cours à la fin du mois pour contester à nouveau son constat d'infraction si lui-même estime qu'il y a d'autres moyens de défense. Sinon, il devra la payer. Donc, il y a un mois pour se trouver des nouveaux arguments. Sauf que là, il va payer plus parce que là, il va payer des frais. Il va payer. Une fois que tu te rends en cours pour ton constat, tu payes ton constat plus plein de frais. Oui. Bon. On espère. Mais c'est peut-être que le juge n'a pas vu tout ce qui circulait sur YouTube pendant la pandémie. Mais ça a été tellement, honnêtement, Mario, tu as tellement raison, là, des arguments qui ont été lancés à gauche et à droite. Parce que je me souviens là, qu'on leur disait, pauvre M. Bergeron, il y avait vraiment des gens qui se prétendaient connaissants du droit. Bon, tu vas me dire, il n'y avait pas de diplôme, là, mais il était quand même très connaissant du droit puis qui leur disait que c'était sûr qu'il n'allait pas les payer. Oui, mais c'est le problème avec beaucoup de mouvements complotistes, Mario, c'est que souvent on interprète les lois un peu, tu sais, comme ça, au choix. On choisit les lois qu'on aime, il y en a d'autres qui sont barbares et tyranniques, celles-là on les aime pas, mais il y a toujours comme un article ou deux ou des chartes comme ça que celles-là sont bonnes, celles-là sont légales, puis celles-là on les aime. Le problème, c'est que vous pouvez pas choisir à la carte les lois qui vous affectent, malheureusement, dans le cas de ces hommes comme M. Bergeron. Économie. On a appris aujourd'hui le montant qui a été dépensé par la GRC ici au Canada pour la visite officielle de Joe Biden à Ottawa. Pour 2 jours, 23 et 24 mars, ça a coûté environ 3,9 millions de dollars à la GRC. On parle entre autres là, des coûts en heures supplémentaires, des dépenses de déplacement des policiers, des repas, frais d'hébergement, autres coûts de fonctionnement, etc. Ce qui prouve quand même, Mario, là, même si on s'entend c'est attendu lorsque le soi-disant homme le plus puissant sur Terre se déplace au pays, que ça va coûter cher, mais quand même, hein, pour 2 jours, 3,9 millions de dollars. Ça rappelle à quel point c'est important, les coûts de sécurité autour d'un homme comme ça. Là. Mais c'est juste la GRC. Ça, c'est juste la GRC, bien sûr. Ça, une visite comme ça coûte plus cher. Oui, absolument. Donc ça, c'était seulement du côté des coûts de sécurité. Puis même la GRC prévient que c'est une facture qui pourrait augmenter là, parce qu'il y a des coûts supplémentaires qui sont liés, entre autres, à toute la collaboration qu'on doit faire avec les services secrets américains. Vraiment, ça coûte cher quand même recevoir le président des États-Unis. On a appris également là, du côté des clients de Desjardins aujourd'hui qu'il existe une fraude par virement Interac qui est assez inusitée. Un lecteur du journal, entre autres, qui apprenait aux autres lecteurs aujourd'hui que quand on envoie, entre autres, des virements consécutifs à quelqu'un, par exemple, on parle vraiment du virement Interac avec la petite question de sécurité et autres, mais que c'est le même code pour les deux. Le même code va être accepté au virement. En gros, la question de sécurité est associée pas au virement, mais au destinataire chez Desjardins. Ce qui fait qu'il y a des gens mal intentionnés, des fraudeurs, qui décident d'envoyer, par exemple, de dire « Ah, pour tel article, vous pouvez m'envoyer un virement, puis vous nous donnerez la réponse à la question de sécurité seulement lorsque vous aurez obtenu l'objet. » Le problème, c'est qu'après ça, ils disent « Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner, on va refaire un test pour $1 là, cette fois-ci. Aidez-moi avec tout ça, là, envoyez-moi une nouvelle question. » Le problème, c'est qu'il prenait la réponse au 2e virement $1, l'appliquait au paiement complet de l'item, puis partait avec l'argent, puis la personne ne voyait jamais, évidemment, l'objet en question. Desjardins rembourse dans ces cas-là, mais quand même, soyez avisés. C'est une espèce de, disons, de petit traquenard, là. De petit traquenard qui était méconnu jusqu'ici. Le Monde. L'organisation Amnesty International, Mario, est sous le feu de critiques en ce moment parce qu'ils ont dévoilé une certaine campagne de publicité dans laquelle ils rappelaient les événements qui se sont déroulés en Colombie en 2021. Je rappelle le contexte, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées par la police de manière très brutale. Il y a au moins 38 civils qui ont été tués lors de ces manifestations-là par la police. On parle, entre autres, là, du côté de plusieurs agences non gouvernementales comme Amnesty International, là, d'histoires d'officiers de police qui tabassaient des gens, qui ont fait des actes de torture, de violence sexuelle. Bref, en 2021, ça a brassé en Colombie. Quel est le problème avec tout ça? C'est que l'Amnesty International a publié des images pour rappeler ce qui s'était passé en Colombie, sauf que, mais Mario, c'est pas des vraies images de ce qui s'est passé en Colombie. On a droit, encore une fois, à des images générées par l'intelligence artificielle qui ont été placées. Ben oui, Ils ont fabriqué
Mais c'est pas clair s'ils ont fabriqué les images ou s'ils les ont trouvées quelque part en ligne, mais au final, Amnesty International qui a très mal fait son travail, puis comme c'est le cas, heureusement, pour beaucoup d'images générées par ordinateur, il y a des indices qui peuvent quand même là, venir révéler le poteau rose. Et donc, ça a été détecté. Mais ça a été détecté parce qu'on voit là, une femme qui se fait tirer, traîner par des officiers de police, sauf que l'uniforme des policiers, c'est pas l'uniforme de ces années-là de la police colombienne, ça remonte à plus loin. Puis surtout, il y a le petit drapeau de la Colombie sur l'uniforme des policiers avec les couleurs rouge, jaune et bleu, c'est les bonnes. Mais elle était dans le mauvais ordre, Mario. Ça n'a pas généré le bon drapeau exactement. Donc, il y avait des indices. Et évidemment, Amnesty International est accusé de désinformation dans ces histoires-là. Puis ça peut nuire là, à la crédibilité d'un organisme. En terminant, Mario, il y a eu un étudiant en art de l'Université nationale de Séoul, en Corée du Sud, qui était dans le musée de l'art de Séoul, justement, et qui a eu un petit creux pendant qu'il se promenait en regardant les expositions et qui a décidé, de manger une banane qui était scotch-tapée contre le mur. Le problème, c'est que la banane tapée contre le mur, c'est l'œuvre intitulée Comedian d'un artiste italien, Maurizio Cattelan, qui fait de l'art satirique comme ça, et ça s'était vendu en 2019 à 120 000 $, cette fameuse banane que scotch-tapée contre le mur. Et là, il y a un étudiant... Mais est-ce en plastique, la banane? Non, c'est une vraie banane. Une vraie banane. Il faut la changer tout le temps. Dans l'œuf, il faut mettre de nouvelles bananes. Voilà. Parce qu'au bout d'un an, elle est plus belle. Là. Voilà, au bout d'un an, c'est sûr. Même moins que ça, Mario. La banane est moins belle. Mais là, l'étudiant est rentré, puis tout bonnement, a mangé la banane. Il a remis la pleure en dessous du tape sur le mur, comme si de rien n'était, pour continuer. Évidemment, la sécurité n'était pas bien contente, mais comme tu le dis, au final, on change souvent la banane, alors c'était sans conséquence. Et ça soulève quand même la question... C'est vraiment une œuvre d'art? Hey, pas le droit de poser ça. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez